kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam ndax mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Mokhtar Ba, bonjour. C'est un plaisir encore une fois de vous accueillir à Objection pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes expert comptable, cofondateur de l'Académie de la réparation de la ville en Afrique, Areva. Oui, le constat, eh bien, il est fait, Monsieur Ba. Entassement, encombrement, pollution. Oui, difficile de vivre maintenant dans Dakar. Comment finalement en est-on arrivé là? Surtout que vous venez de faire vous-même le diagnostic. L'entassement, l'encombrement, oui, le béton. Oui. On se débrouille dans la ville pour fonctionner. On se bat avec la ville. Je lisais tout récemment un article, l'intitulé c'était « Dakar, l'ennemi du piéton ». Nous savons que la marche aujourd'hui est un élément de santé publique dans le monde, qu'on doit faire en sorte que les populations marchent, les gens marchent, parce que vous gagnez à avoir des gens qui sont bien dans leur peau et puis qui sont épanouis en marchant d'abord. Et visiblement, ce n'est pas possible. Mais ce qui est plus grave, c'est que Dakar, enfin en tout cas la ville, c'est le grand absent du débat politique. Alors, évidemment, la trajectoire, c'est intéressant d'en parler très rapidement pour qu'on voit où est-ce ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi Areva, la perle, l'activisme, puis maintenant, progressivement, on est dans la pédagogie académique. Oui, ce qu'on est en train de dire. Oui, le constat, c'est quoi, déjà? Mais le constat, c'est que la ville est compliquée d'y vivre. On voit maintenant des traumatismes certains. Je vous donnerai des exemples. Je connais une personne qui est traumatisée par le fait de devoir amener son fils à l'école dans des conditions impossibles et qui a fini par avoir un appartement pas loin, en multipliant par 2 ce qu'il devait payer à côté de l'école, ou amener ses enfants. Donc tout le monde paye le prix. Vous avez vu que ces derniers jours, on ne respirait pas à Dakar. Déjà en normal, mais si maintenant la nappe de poussière qui vient du Sahara s'abat sur nous, les écoles devraient même être fermées. Mais c'est un problème assez complexe et nous, notre problème, c'était comment le prendre. On l'a pris par l'ouverture sur la mer. La ville de Bombay, c'est 22 à 23 millions d'habitants. On dit que la vie, j'y étais d'ailleurs moi-même, mais on me disait là-bas que la vie n'y est possible que parce que c'est ouvert sur la mer. On ne la ferme pas, la mer. Des amis de Singapour me disent, Mokhtar, est-ce que votre ville ne serait pas la seule ville insulaire au monde où l'option est de barrer la vue sur mer? Donc, alors moi, je ne comprends pas, je fais partie de ceux qui, je réfléchis. Maintenant, on se dit, il faut retourner à l'université, il faut retourner à la pédagogie, apprendre à qui on a affaire. Et puis... même à la religion, tout simplement. Mais, exactement, on devrait revenir vers ça parce que dans l'économie du savoir que je vais aborder, il y a un certain nombre de points, dont la religion. Je disais quelque part que Biden, pendant la campagne présidentielle américaine contre Trump, avait dit aux Américains, en convoquant un hadith du prophète Mohammed, disant qu'on a cette religion aborde les 4 I. On ne peut pas être indifférent à un problème posé. Your hand, your tongue, your heart. À ce Sénégalais-là, on ne le voit pas réagir à quoi que ce soit. Le problème, c'est à ce niveau-là qu'il s'est situé pour nous. Quand on parlait de littoral, de respirer et tout, mais enfin, on disait qu'on était des petits bourgeois, voilà, on était dans des poids que les autres, ils ont des choses à manger, etc. Ça, la santé concerne tout le monde. Le bien-être, vraiment, concerne tout le monde. Mais voilà, on a fait du benchmarking partout. Il n'y a pas à réinventer la roue. Si on se met à réfléchir, à faire des propositions pour s'entendre dire « Non, moi je le vois comme ça, pourquoi comme ça ?» Non, on va dire « Là-bas, voilà comment ils l'ont réglé. » Voilà. Alors, si vous n'êtes pas dans ça, c'est pour faire mieux. Alors, on abordera l'entassement, l'encombrement, les gosses qui sont partout, au lieu d'être à l'école. Tout ça, c'est dans la ville que ça s'organise. Urbanisme,
et mobilité, urbanisme et santé, urbanisme et cadre de vie, urbanisme, etc. Tarba, invité d'objection, il est bien d'expliquer aujourd'hui que dit la loi par rapport à ces occupations. Bon, d'abord, il faut qu'elle soit comprise, Oui. Qu'elle soit dérivée d'un diagnostic partagé, pour que les gens, pour qu'on puisse vivre ça ensemble. Nul n'est censé ignorer la droit, mais enfin, encore faut-il le comprendre. Nous avons une évolution. Cette évolution, elle est connue. L'architecture, le CICES est là. 100 hectares devenus aujourd'hui 9 hectares. Or, c'était un bijou absolument incroyable. Aujourd'hui, notre ami le Burkinabé Francis Kéré, c'est lui qui ramasse le prix mondial d'architecture. On pensait que le premier prix d'architecture au niveau mondial devrait appartenir à un Sénégalais parce qu'on avait travaillé pour, à tous les niveaux. Vous avez vu que le plan Écochard, Michel Écochard qui a fait le plan de Dakar, mais ce plan-là, c'est ça qui a inspiré le plan de Tunis. Et quand il faisait Dakar, c'était parallèlement, je crois, avec Damas et Casablanca. Donc Dakar était parti pour vraiment jouer les grands rôles au niveau métropole, du point de vue juridique, etc. on a connu une évolution. Finalement, qu'est devenu le foncier, le littoral, ainsi de suite. Et qu'en dit la loi? Mais en 1976, une loi très claire disait que les terrains qui étaient du domaine du littoral étaient inaliénables, imprescriptibles, non édificandi, sauf précaires et révocables. On s'en sortait parfaitement. Mais il y avait parallèlement, dans un texte autour de cette année-là d'ailleurs, qui permettait de faire des déclassements. Et dès lors qu'on les déclassait, qu'on les mettait dans le joug de l'État, l'État voilà, les donnait en bail comme il donne n'importe quel autre terrain. Oui, mais quel est le danger finalement? Parce qu'on a vu du côté du littoral ce que ça a donné. On a vu également là où il y avait les filaos aujourd'hui, vers Guédiawaye, ce que ça a donné comme résultat. Mais quel est le danger? Bayoma, avant qu'on ne rentre carrément dans les prismes économiques et tout ça, d'ailleurs on est en train de chevaucher cela, le premier point, économie du savoir. On va jusqu'en Chine chercher le savoir. Quand vous y allez, vous trouvez ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui, c'est en fait l'environnement d'un lieu, ou un lieu quelconque, quel qu'il soit. C'est harmoniser l'énergie de cet environnement pour favoriser d'abord le bien-être des gens, leur santé et la prospérité. Prenons le littoral. Vous y avez tout. Le bien-être, la santé, la mer. On ne parle plus de la mer, de ce que ça peut apporter jusqu'à l'immunité avec les ions négatifs dégagés dans l'air et qui fait que dans la respiration, ça booste un peu l'oxygène au niveau des poumons et qui renforce également l'immunité, etc. Donc, on est gagnant surtout. Alors, on ne peut pas comprendre qu'on n'est pas capitaliser sur cette santé-là. Vous avez parlé de Areva, qui est, donc nous sommes un certain nombre de personnes, cofondateurs de cette académie pour la réparation de la ville en Afrique. Mais d'abord au Sénégal. Parlons du Sénégal. On va prendre l'exemple de Dakar, mais je veux dire qu'on partage au plan mondial le problème africain lui-même. C'est-à-dire que les Africains, tous leurs atouts environnementaux croulent. Nous, c'est le littoral ici, ailleurs, c'est autre chose, etc. Et donc, la Banque mondiale, d'ailleurs, dans un symposium à Dar es Salaam, a tiré la sonnette d'alarme en disant la manière dont ces villes sont organisées, si ça continue, dont elles sont urbanisées, non planifiées, à un moment donné, ça va être invivable. Et ça va être l'ouverture aux projets hyper coûteux, souvent inefficaces. Quand vous êtes emprisonné dans un engrenage pollueur, là, tout le monde est malade. On dit en Chine, justement, qu'un homme épanoui est un trésor pour la société. Mais enfin, vous tombez dans tous les sens, quoi. Vous êtes les derniers, vous n'êtes pas bien, vous aviez l'espace, vous n'arrivez pas à l'exploiter, etc. Et ça, on le partage, donc, au niveau mondial. Alors maintenant, chacun chez soi aussi, et à faire l'effort qu'il faut. Nous avons eu la chance que personne n'a. Prenez la baie de Han. C'était la rivale de Copacabana. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce diagnostic? C'est la rivale de Copacabana. Si vous voyez la baie de Han, sa circularité là jusqu'à Bargny, mais c'est fantastique, un ferry qui traverse. On a tellement d'atouts. On ne comprend pas comment on n'a pas pu exploiter ces situations-là. Aujourd'hui, cette baie de Han, depuis 20 ans, est un déversoir de déchets et d'éléments septiques. On dit carrément c'est la fosse septique de la ville. Donc, et puis, on a laissé des quartiers qui n'étaient pas compatibles s'installer là, déversant,
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors tout le monde est responsable, on en viendra là, hein, de l'État, à nous citoyens, aux architectes. J'ai vu en France récemment le grand projet de Sarkozy sur la gare du Nord, c'est une dizaine d'architectes là qui ont signé et qui ont fait sauter le projet. Donc je crois que souvent on me dit, Mokhtar, vous faites de la politique? Non, je ne fais pas de la politique moi, je fais de l'art politique. L'art politique, c'est un artiste qui utilise son art pour s'exprimer, donner son opinion, partager ses idées. C'est exactement cela. Donc on parle de la respiration de l'air, on parle du trottoir, on parle de choses, on parle de l'architecture. Surtout que la finalité, c'est l'équilibre et le bien-être. Et c'est l'équilibre. Oui, mais justement, de ce point de vue, vous avez parlé en décrivant la situation, notamment au niveau de la baie de Hann, au niveau du littoral également. On parlait tout à l'heure des Filao, mais aussi le lac Rose également. Finalement, oui, l'environnement est complètement dégradé au Sénégal. Tout est touché et moi, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir touché le fond. Mais on en a vu qui ont touché le fond. On en parlera là avec Paris en 1852, avec des immeubles partout, mais en serpentant dans la rue et comment ils l'ont réglé. Et tous les Africains qui ont fait des études là-bas ont pu voir que voilà. On fait le diagnostic, après on en vient aux solutions. On a parlé de la baie d'Anne, du déversoir des déchets dans cette baie. Vous avez parlé également du littoral complètement à fond. Oui, totalement fond de mer. Le lac Rose également. Oui, le lac Rose aussi. Oui. Mais c'est pareil, c'est tout ce qu'on a qui saute à ce moment-là, puisque ça dépasse tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler autrement, on va parler d'économie. Oui. C'est que l'économie du Sénégal est totalement dominée par la rente. Tout est attendu de l'État. Mais l'État construit même sa légitimité à travers ça, en donnant, en poussant, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a construit un cabinet, on a construit un Sénégalais avec les facilités du revenu passif. Vous avez un terrain. Qu'est-ce que c'est le revenu passif? Oui, le revenu passif. Dans cet exemple-là, vous avez un terrain, vous faites un immeuble, vous allez voir quelqu'un qui veut le faire pour vous, vous partagez. Et puis, vous êtes dans ce cycle. C'est tellement facile une fois que vous rentrez là-dedans que vous n'allez pas prendre ce que vous avez gagné ici ou là pour le risquer dans une approche industrielle. Nous entendons aujourd'hui tous les candidats à la présidentielle parler de développement industriel en disant qu'on ne peut pas avoir d'emploi si on ne passait pas par là. Mais enfin, voilà la situation. Voilà la situation. Voilà. Alors, vous avez fait le diagnostic, vous avez décrit la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Dakar est devenu invivable avec l'encombrement, l'entassement d'une intelligence spatiale. Mais aujourd'hui, Mokhtar Ba, que faire? Quelle solution? Alors nous sommes évidemment dans cette dynamique et nous l'avons déjà démontré. En parlant comme ça, je ne sais pas que ça m'est venu en tête, mais je crois que c'est intéressant de le raconter. La DESCOS, aujourd'hui, tout citoyen que je suis un peu à l'origine, en tout cas j'ai influencé sa création. Le gouvernement d'ailleurs m'avait fait l'honneur de me mettre à côté des autorités au moment du lancement de cette DESCOS. En réalité, j'avais vu aux Philippines quelque chose d'absolument extraordinaire. Là-bas, ils ont ce qu'on appelle la Green Belt Park. Imaginez notre VDN, tout en verdure, pas de voiture, qui serpente et qui traverse la ville. Et à chaque 500 mètres ou 300 mètres, je ne sais plus, vous avez 2 policiers qui sont là, autour d'une chaise, et les gens sont ric-rac, calmes, tout fonctionne. Et quand je suis venu ici, j'ai proposé au gouvernement la police littorale. Et c'était tellement bien fait, apparemment, qu'ils ont vu quelque chose de plus grand derrière moi, ce que je voyais, à savoir une DESCOS qui s'occuperait de la totalité des sols. Or, ils étaient censés être sur le littoral, contrôlant les constructions, vraiment avec des programmes hyper clairs, insufflant même, formés à insuffler aux citoyens un comportement normal, etc. Tout ça, ça participe de la ville, parce que la plus grande industrie au monde, mais c'est l'industrie touristique. Paris, là, la France, vous êtes à 60 millions d'habitants, et puis on va vous dire que vous êtes à entre 20, 25 et 30 millions de visites de Paris par an. Vous voyez, quasiment la moitié de la population. Donc, vous avez vu la ville de Marrakech. Donc, il y a eu le problème, on a pris avec le tremblement de terre qu'il y a eu. Mais la ville de Marrakech intervient directement dans le PIB marocain, avec tout le reste. La ville de Rabat, c'est 11 kilomètres. En 2000, je crois, 15 ou 16, c'était la moitié du budget national sénégalais comme investissement.
ne boxent pas dans la même catégorie. Ouais. Or, personne n'est parti comme nous étions partis. J'ai parlé tantôt du plan de Dakar qui a inspiré celui de Tunis. C'est Dakar, quand vous voyez même son architecture néoclassique, tout partait d'ici. Les avenues qui étaient tellement... Regardez l'obélisque, pour ceux qui connaissent Washington. On est exactement dans les mêmes axes, tout était fait. D'ailleurs, le BRT qui a été fait là, heureusement qu'on avait trouvé quand même des axes par lesquels les faire passer et élargir. Mais on déchirait la ville pour passer. D'ailleurs, ça fait écho au truc de la Banque mondiale, enfin, au diagnostic de la Banque mondiale, puisque eux, ils disent que la manière dont ces villes fonctionnent, sont urbanisées, vont devenir invivables. Mais dans beaucoup de domaines. Malgré la construction du BRT, les couloirs de bus, également le TER. Donc maintenant, le gouvernement, mais tout ce qui... ça aurait été, nous, on aurait fait la même chose. Il faut bien que les gens circulent. Maintenant, bien sûr, nous avons demandé le suivi et évaluation de ces projets, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Est-ce qu'il s'agit d'amener tout le monde là, au centre-ville? Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Ils vont y travailler, quoi? Ou bien ils vont être dans les trottoirs, faire quoi? Est-ce que c'est un appel d'air, etc. Parce qu'on est confortable. Nous, on est d'un côté, on n'a pas le TER, mais on a pris ça en famille pour aller faire l'aller-retour jusqu'à Diamniadio, etc. Bon, c'est très bien. Et puis je regardais ça. On était en première, mais c'était tellement plein en classe économique. Et puis il faisait tellement froid d'ailleurs, ça c'est pour l'anecdote, il fallait qu'on aille en deuxième pour nous réchauffer et revenir nous asseoir à nouveau. Tout le monde y était. À un moment donné, je me suis dit, je vais poser la question, mais vous allez où? Non, je vais à Dakar. Mais pour faire quoi? Non, je vais y aller seulement. C'était la question, la réponse. Par contre, beaucoup me disaient, je travaille au port, je vais au port, je vais faire des ceci. Et c'était dans le week-end. Donc, je crois que... et dans le sens inverse? Ah, ben dans le sens inverse. Alors là, j'ai quelqu'un, j'espère qu'il me pardonnera de le dire, en me disant que moi, mon problème, c'est de trouver les 500 francs de Pikine qui m'amènent en ville pour avoir de quoi manger et le ramener à la maison. Donc, parce qu'il a des problèmes. Mais ça montre un peu qu'il faut réfléchir sur tout cela et ensemble. Mais on a, nous, fait des propositions et obtenu des résultats. Nous avions lancé le pacte politique pour sauver le littoral en 2019. Nous avions soumis ce pacte de 8 mesures aux 5 candidats pour que celui qui était élu ou réélu, le président Macky Sall notamment, qui était réélu. Qu'en est-il réellement à l'épreuve? Non, mais on les a fait bouger. Nous avons été invités. Particulièrement, je représentais, moi, ceux avec qui j'étais. J'étais au Conseil économique et social. J'étais invité. C'est lui qui était président, mais j'étais... voilà, il y avait quelqu'un qui présidait, quelqu'un d'autre. Voilà, Boriganda Seck, qui était présidente de Green Sentinel. Ce jour-là, une vraie militante aussi. Mais vraie militante. Ah, mais j'étais heureux. J'avais 15 minutes pour présenter le sujet et puis recueillir les questions. Mais ce jour-là, je crois que c'est ma meilleure présentation, comme ça, pour être heureux, à titre personnel. Parce qu'ils m'ont laissé parler pendant 45 minutes. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais je suis en train de... Est-ce que je peux continuer? Je peux faire des raccourcis? On m'a dit, non, continuez. Et j'ai continué, j'ai vu qu'on partageait ça. Parce que chacun se pose le problème d'amener son fils à l'école. Tout le monde se pose le problème de l'urgence sanitaire quand vous avez un problème et que vous devez arriver... vous dussiez arriver, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire, le plus tôt possible à l'hôpital, etc. Respirer. Avoir des enfants et dire, on va se balader en bord de mer, vous allez aller où? Vous n'avez qu'à essayer, ils n'ont qu'à faire le test. Et donc, tout le monde était là, j'ai dit, il y a un problème qui se passe. Tout le monde est d'accord sur quelque chose, mais qu'est-ce qui se fait? Le président, lui, on voit qu'il se bat, il décide, c'est ma manière de voir ce qu'il fait, je peux comprendre que quelqu'un dise, bon, si aujourd'hui avec notre système constitutionnel là, si on se met à faire du long terme et du structurel, quand va arriver la fin de mon mandat, j'ai rien présenté du tout, parce que les gens on est en train de les préparer à être mieux. Or, ils veulent dire, mais oui, on a, qu'est-ce qu'on a? Il faut leur dire, j'ai une route, j'ai fait un train, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, ça touche tous les secteurs.
Et quand vous y allez, quand vous faites des analyses, vous êtes surpris, on dit, la première des choses, c'est qu'on ne sait pas poser les problèmes. Alors c'est ça qui nous a amené, qui nous a renforcé dans la pédagogie académique et la création de Areva. Mais pour rester sur ce qu'on avait proposé à l'époque, parce que de manière très nette, on avait demandé à ce qu'il y ait un décret qui instaure définitivement le statut d'utilité publique entre la route et la mer. Pas besoin de faire une loi de quoi que ce soit à faire. On peut faire des trucs d'ajustement. Il y en a même un d'ailleurs qui vient d'être sorti, je ne sais pas s'il est promulgué. Mais quand vous avez une loi, un décret comme ça, le juge, quand il y a un problème, il peut trancher. Il peut vous dire, mais votre immeuble là, vous voulez en faire quoi? Vous voulez spéculer, vendre des appartements? Ah non, il n'en est pas question ici, c'est de l'utilité publique. Nous avions proposé que 30% des espaces soient des espaces verts et des espaces de loisirs. 30 autres pourcents, c'était des projets culturels, artistiques, etc. Et que les 40 autres pourcents, évidemment, avec des commissions hyper rigoureuses en développement urbain vert. Non, attends, nous, on était là pour être les premiers au monde, pas à faire des ajustements, etc. Et donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est il faut même rendre hommage à Fofana. On a beaucoup travaillé ensemble, y compris des nuits. Et lui allait au charbon et revenait avec des résultats le lendemain. L'actuel ministre du Commerce. Là, oui, après, on était en plein truc là. Et puis il a changé, etc. Mais on se comprenait parfaitement. Il était intéressé à l'analyse économique qui supportait toutes ces informations, enfin, toutes ces analyses. Et donc, avec lui, le deuxième point, on avait dit ce qu'il faut faire. Il faut tout ce qui n'est pas encore touché comme espace sur le fond, sur le littoral, végétaliser, arboriser et ouvrir les couloirs de marche. C'est pas grand, d'ailleurs les endroits où on va le faire, il n'y a même pas de place pour construire. Ça va intéresser les gens. Et je lui disais quelque chose, j'espère que voilà, je peux le dire. Je disais, ça m'étonnerait que le président voit ça. En le démarrant comme ça, il le laisse en l'état, il va vouloir être, comme il a fait au niveau du BRT, il va faire quelque chose d'extraordinaire, etc. Surtout en voyage qu'ils font à Abidjan, etc. Donc ça, on l'a obtenu. On a obtenu aussi quelque chose de fantastique. C'est au niveau où nous sommes, on s'accommode plus des petites choses que de vouloir voir grand. Pour New York, Central Park, c'est 345 hectares. J'ai lu un livre d'un sociologue américain qui disait que à New York, le ressenti du New-Yorkais du fait de l'existence de Central Park, le ressenti est comparable à ce qu'on ressent quand on se marie. Tellement c'est important dans la vie des gens. Combien d'affaires se sont nouées à Central Park en marchant et en signant des contrats? Combien de fois une musique extraordinaire comme Imagine est partie de la tête de comment il s'appelle, de John Lennon, Central Park. Alors, donc vous allez à Singapour, c'est 600 hectares. À Singapour, on piste même l'effet Venturi, c'est-à-dire les vents qui balayent la pollution et qui régulent le climat de la ville, pour essayer de débusquer les poches de chaleur ici ou là du fait de telle ou telle construction qui empêche les vents de partir. Et là, c'est le plombier urbain qui intervient. On calcule, on regarde les problèmes qui sont posés et puis maintenant on passe comme ça. Donc je reviens à ce qu'on avait proposé au niveau du gouvernement. Donc nous, on voulait évidemment 40 hectares où là, on a vendu les terrains de l'aéroport Le Poul Sédar Senghor. Finalement, Fofana a essayé d'avoir 20. Finalement, on a eu 10. Seulement. Donc, on a eu 10 hectares qui est en principe le jardin. Moi c'est le droit de respirer. Moi, enfin, quand on voit ce que ça nous apporte. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler quelque chose, parce que ça, je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas continué. Quelqu'un comme Cheikh Bamba Dièye. Je l'ai vu ici, mais alors supplier le président Abdoulaye Wade de ne pas toucher à cet espace-là, parce que c'était le seul poumon vert potentiel qui nous restait. On ne l'a plus entendu du tout. Au moment où moi je faisais ces propositions-là, à la présidentielle de 2019, rien, je l'ai croisé, je lui en ai parlé comme ça, mais ça n'a pas été plus loin. Donc on a eu ça, on a eu le LUDI, c'est l'histoire des étudiants, mais ça on le met dans Areva avec l'académie. Et puis, maintenant, parce qu'il y a plein d'astuces, hein, c'est pas fait comme ça avec des mesures comme ça. Chaque mesure
avait son importance. Exemple, il y avait ce qu'on appelle la cartographie des potentialités. Oui. Inspiration, Atlas marocain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les potentialités historiques, d'histoire, d'un coin. Comme ça, ils peuvent raconter, faire de l'architecture sur cette base-là. Quand un touriste vient, ben, quoi lui dire sur ce coin-là? Vous allez chez les Lébous, c'est les peuples de l'eau, les Somono, etc. Identitaire, oui. Voilà, vous avez la pointe de Fan, c'est le Finistère africain. Tout le monde sait que c'est le coin le plus avancé sur l'Amérique. En ayant un Finistère africain de cette manière-là, vous imaginez ce qu'on aurait pu faire là, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça à Windhoek, qui est au centre, dans le sud africain, où la ville est à, le tropique du Capricorne est à peu près 200 km de la ville, qui est une ligne imaginaire. Mais il y a tellement de touristes à y aller. Et du coup, il y a une architecture adaptée pour attirer les gens. Donc, même l'architecture, suivez justement, même chez Ranta, dont on parle, l'histoire, tout. Vous imaginez faire des pyramides avec ça. Il y a plein de choses que l'architecture, Victor Hugo dit que c'est l'expression. Justement, à qui imputez-vous cette responsabilité aujourd'hui, avant maintenant de rentrer toujours par le biais de la pédagogie, expliquer au cas par cas ce que gagnerait une ville comme Dakar? Faut-il aller jusqu'à la réinventer, ou comment devrons-nous s'y atteler pour justement avoir une ville de qualité? J'ai lu récemment quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'on est patriote en aimant l'endroit d'où on vient. Si vous avez une architecture, vous avez une ville où vous êtes bien, est-ce que vous allez partir de là? Non. Mais si vous étouffez, non. Donc les équations et les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Maintenant, à qui imputer cette responsabilité? Mais la responsabilité, c'est tout le monde. L'État qui est censé nous guider, booster. Nous, on est là pour faire des propositions à l'État. D'ailleurs, nous, dans ces différentes jougs politiques et tout ça, ce qu'on fait, on se dit hors des clivages politiques. Ce que nous savons, nous le soumettons aux différents candidats pour alimenter le programme donc des acteurs politiques. D'ailleurs, c'est prévu que nous les rencontrions, en tout cas un certain nombre. On a commencé à prendre les contacts avec les directeurs de campagne pour organiser ça, pour leur dire, messieurs, la ville, vous faites quoi? Et on les guide. Telle chose, vous le laissez comme ça, vous faites comme ça, vous voulez qu'on vous accompagne? Il y a des gens qui nous disaient, oui, le littoral, monsieur Ba, là, c'est pas la peine de bouger. Nous, si on vient, on démolit tout. Je dis, mais attends, ça ne marche pas comme ça. Vous pensez qu'avec un gardien, là, on veut tout démolir? Non, il y a ce qu'on appelle la destruction créatrice. Créatrice de quoi? De richesse. Si vous prenez Paris, 1852, Napoléon III vient, plein pouvoir, prend un préfet qui s'appelle Haussmann, et lui dit, ce que j'ai vu à Londres, il est hors de question que Paris soit après Londres. C'est un souk, entassement de maladies, de ruelles, de banditisme et tout ça. Et donc là, terminé, on n'avait plus rien à dire à qui que ce soit, même pauvre que vous êtes, on vous rejette, vous n'avez plus où habiter, allez, débrouillez-vous, vous allez chercher vous-même. Et il retrace, il redéchire la ville à la manière dont on l'a fait nous-mêmes avec le BRT. Ils ont déchiré la ville, refait les jardins, fait des jardins, de grands axes, fait des boulevards. Ils ont redessiné Paris. Ça a duré 20 ans. Ils ont détruit 19 700 immeubles. Ils en ont construit 40 000. Ça a fait une richesse pas possible et qui a coûté d'ailleurs au début la carrière des politiciens comme Haussmann qui avait tout fait. Après, c'est l'histoire qu'il a remonté. Mais en fait, finalement, ce que Paris est devenu aujourd'hui, tout le monde dit de devoir à Haussmann aujourd'hui. Donc, il y a des méthodes. Si on veut aller jusqu'à la destruction créatrice, il faut savoir qu'est-ce qui va financer ça. Moi, je pense que tout ce qu'on fait, c'est la santé qui devrait le financer. Ça, c'est le Covid qui nous l'apprend. C'est l'économie de la vie. Dans l'économie de la vie, vous avez la marche. Vous avez la santé d'abord. Il y a l'alimentation, l'éducation, il y a plein de choses comme ça, le loisir et tout ça. Mais vous avez d'abord la santé. Mais le premier élément de la santé, qui en parle, c'est Hippocrate, qui est la base du serment des médecins. Il dit « Walking is best medicine for men ». La marche est le meilleur médicament de l'homme. Tout le monde sait que 30 minutes de marche par jour, mais vous êtes en meilleure santé. Tout le monde le sait. Mais alors là, il faut faire marcher les gens. Les faire aller au boulot en marchant. Si vous allez dans les pays nordiques, mais c'est comme ça qu'ils sont. C'est la piétonisation, c'est les vélos, c'est tout ça. Les gens se battent. Ici, nous vendons les terrains, nous les partageons.
Ailleurs, on prend les quartiers, on les rachète pour faire de la verdure, pour faire de la végétation. Ici, on a tué le ver du Cap. Le Cap Vert qui était tellement beau. Mais c'était extraordinaire la manière dont il parle du Cap Vert quand tu quittais le désert et que tu plongeais comme ça. Je crois qu'on a encore des atouts fantastiques. Il faut, ce qui urge maintenant, c'est de travailler sur les flux de population, sur les espaces de travail et tout ça, pour redéfinir la ville. Sinon, on va être frappé par des phénomènes comme la conurbation. C'est-à-dire qu'on fait comme Diamniadio pour nous sortir de là. Et puis, on va être tellement nombreux qu'en fin de compte, on va remplir l'écart. Et donc, ça devient... C'est ce que la Banque mondiale dit. À un moment donné, ça va être quasiment impossible. Mais il faut stopper, arrêter. On a beau parler, le feng shui chinois, le trépied, le bien-être, la santé et la prospérité. Tout se trouve sur ce littoral-là. Et la prospérité, le poisson que vous mangez, tout y est. Mais on a tout. Alors, justement, de ce point de vue, il y a un intérêt à gagner. Vous avez parlé sur le plan de la santé, économie, un peu partout dans tous les secteurs. Forcément, le gain, il est énorme aujourd'hui. Dites-nous en quoi et comment. Le premier gain, depuis le Covid, tout le monde le dit, c'est l'économie de la vie. C'est la santé d'abord. Oui. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Et puis tout le reste, et quand on dit santé, c'est tellement transversal. Vous avez fait l'expérience avec la rencontre avec des spécialistes comme les cardiologues, les pneumologues, mais tout ce qu'il y a comme, comme spécialité. Mais c'est vrai, et heureusement En fait, je suis en train de rencontrer un certain nombre de personnes donc, qui sont les membres de Areva. Et l'un des médecins m'avait dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans la réparation de la ville? Il dit, mais est-ce que vous n'êtes pas les éléments les plus importants? Vous réparez les poumons. Mais pourquoi vous réparez les poumons? Mais l'infection pulmonaire, ça part d'où? Si vous prenez l'effet Venturi, qui est le vent qui balaie la pollution, qui régule le climat de la ville, mais on respire mieux. Mais si c'est fermé horizontalement par des bâtiments qui font que ça ne passe pas, les gens respireront mal, c'est ça. Ils m'ont dit, monsieur Ba, mettez les cardiologues aussi. Etc., etc. Donc, finalement, je me demande même si ce n'est pas les médecins qui vont être le booster de cet arrivage-là, tellement je suis appelé, ils sont intéressés, etc. J'ai dit, on ne peut pas être là à soigner ou à réparer. Tout se répare, hein. La ville se répare, la mobilité se répare, votre genou se répare, tout se répare. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc, on est des réparateurs. Donc, on accompagne l'État, on accompagne les politiques, on est dans cette dynamique-là. Et je crois qu'aujourd'hui... ça commence à ce que même les artistes, Aurélien Barraud disait, c'est aux artistes à diriger le monde maintenant, c'est clair. Alors, on dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est les créateurs de pensée positive. Et ça nous a inspiré un peu en inscrivant, en définissant le symbole de Areva, qui est une construction en terre crue. Pensez à Tombouctou, Milan, je ne sais pas combien. Et donc avec la construction en terre crue qui est un bouclier thermique. Et vous êtes dedans, vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas froid, alors qu'il fait chaud ou froid dehors. En plus, techniquement, vous n'avez pas besoin de faire si vous n'allez pas très loin en haut, etc. Et donc, avec ça, on a réglé le problème des abris provisoires. Et d'ailleurs, nous avons eu la leçon d'un jeune architecte espagnol qui s'appelle Garcia, qui a eu le prix mondial Aga Khan l'année dernière sur un projet, personne n'en a parlé. J'ai vu le quotidien en a parlé, c'est le journal que j'ai vu. Et c'est par là que j'ai vu que cette chose-là était en train de se faire au Sénégal. C'est un Espagnol, architecte jeune, qui a un ami qui faisait un peu de trucs en Afrique et qui lui a parlé de Tchonkessil en disant qu'il avait vu des gens là-bas et que les enfants, à partir du CM2, là, ils n'allaient plus à l'école. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de bâtiment, ils n'avaient rien. Et comme il était architecte, il était intéressé à ça. Il a dit, bon, écoute, du volontariat africain, moi, ça m'intéresse. Il débarque à Tchonkessil et il démarre là, comme ça, un projet de 10 ans, avec de la terre qui existe sur place. C'est de la terre crue, argileuse, qui n'a pas besoin de beaucoup de ciment. En apprenant aux populations comment construire, comment faire des voûtes, etc. Il faut rentrer dans Tchonkessil, architecture en terre crue. Vous allez dire, comment se fait-il que nous, on a tout ça,
Et on n'en fait rien. C'est un jeune espagnol. Alors, maintenant, le diagnostic, c'est le plus dur qui puisse exister. Hein. Il est quand il parle, on va se cacher. Hein. Il dit, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont entre les mains? Mais ils ne savent pas les villes, la ville qu'ils ont, le climat qu'ils ont, etc. Donc, je crois que depuis Senghor, ça ne nous a pas fondamentalement intéressés pour diverses raisons. Hein. Il y en a pourtant qui ont été formés par Senghor. Le CICES, qui est en décrépitude, un peu. J'ai entendu le directeur général dire que des 100 hectares qui avaient été prévus, enfin qui étaient là, tracés, il n'en restait plus que 9. Et ces 9 avaient un titre foncier qui les accompagnait. C'est-à-dire qu'un beau jour, si on enlevait ça, il y a des gens qui vont dire ça nous appartient. Alors, il y a l'Université de Toronto qui est passée ici, qui est là en ce moment, et qui a vu ça. Il y a une architecte qui est chef d'un projet là-dedans, qui est une Marocaine d'origine et qui est canadienne, et qui est tellement malheureuse de ce que le CICES est devenu. Dit, mais c'est un bijou, et travaille à sa réhabilitation à fond. Donc, on était partis sur tous les points, architecture, oui, mais justement, etc. Vous avez évoqué les architectes. Ils se sont battus tout de même, et ils se battent. De ce point de vue également, ils y ont leur place quelque part. Il y a Pierre Goudiaby. Oui, par exemple, qui s'est battu. Oui. Mais oui, qui se bat. Pierre Goudiaby, qui est le meilleur d'entre nous. Hein. Si vous travaillez avec lui, il est dans une vitesse et une vitalité absolument incroyable. Alors, quand on en parle, il a envie de faire des choses absolument exceptionnelles. Quand il m'appelle le matin de temps en temps, il y a des moments où je ne le prends pas, parce que je veux dire, il a dormi avec quoi, sorti sur quoi, il a une idée X, mais il ne va pas en démordre. Il est sur X procès au niveau du tribunal, sur des constructions tout autour de chez lui, et chaque fois débouté non-intérêt à agir. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Hein. C'est ça qui nous amène dans la pédagogie académique. C'est ça, Areva. Areva, c'est le symbole. Donc, c'est une architecture de 5 étages et qui est maintenant connue. C'est sur la corniche et qui montre vraiment l'inertie thermique. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ces écoles-là. Finalement, etc., on est à quelques encablures, Mokhtar Ba, co-fondateur de l'Académie de la réparation de la ville en Afrique. On est à quelques encablures de la présidentielle du 25 février 2024 aujourd'hui. Oui, ils sont 20 candidats. Vous avez en face d'un projet. Si on devait comprendre ce que vous leur proposez, vous leur diriez quoi en termes de projet, de programme, par rapport justement à la fonction d'équilibre et du bien-être pour ne serait-ce que Dakar? C'est Omar, les choses s'enchevêtrent tellement. Quand vous dites éducation, vous parlez de la ville, parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Éducation, par exemple, avec le bus du 6h40, par exemple. Mais voilà. On dit que les enfants se réveillent mais alors, heureusement, tôt le matin, ça va couvrir le diagnostic global. Oui. Parce que dans les solutions, une des solutions emblématiques de ce que nous proposons, c'est que l'école primaire est à 15 minutes de l'élève à pied. Pas de bus ni rien. Quelle que soit son habitation. Quel que soit, vous faites des cercles concentriques là, au milieu, vous dites 15 minutes à pied, il faut une école. Après le sport, c'est des derbies. Là, il y a le quartier de Bop là, qui est emblématique de ça. Et qui a impacté quasiment tout le sport sénégalais, les camarades. Parce qu'en fait, Bop, au milieu, il y a un terrain de foot. Tout le monde sait jouer au foot. Il y a un terrain de basket à côté. Tout le monde sait jouer au basket. Tout le monde sait jouer au ping-pong. Tout le monde sait jouer au Scrabble. Mais il faut ajouter le numérique, il faut ajouter un certain nombre de choses. Il y avait l'école aussi, l'école à 15 minutes. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut reproduire à l'identique partout. S'il y a de l'argent à mettre, si j'avais 1000 milliards là, je reprends tous les quartiers, je prends les cœurs pour faire des terrains de foot, du numérique, des machins comme ça, et vous allez absorber tous ces jeunes-là qui circulent vraiment dans tous les sens, quoi. Donc le bus de 6h40 pour vous retrouver là-dedans, c'est que, et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Une gamine de 5 ans, la frêle, là, le matin dans le froid, doit prendre le bus de 6h40 pour allier son école qui est à 2 km et demi à vol d'oiseau. Si le bus n'est pas pris à 6h40, impact, elle va arriver à 9h, 9h moins,
Et il n'y a pas tous les élèves qui viennent en retard, donc il n'y a pas de classe possible. Donc ils sont dans des micmacs tout à fait. Pourquoi? Si vous prenez la ligne, c'est comme si on parlait de ligne de métro, vous prenez Yoff, Ngor, Almadies, Ouakam, et puis on va vous dire des solutions d'ailleurs du reste. Mais ça va vous coûter 1 heure de temps et demie, 2 heures de temps, avec un stress pas possible. Justement, la personne qui est partie vivre à côté d'une école, avec ce que ça lui coûtait de changer d'appartement comme ça, en milieu de machin, et qui disait que ça, elle était traumatisée par ça, de devoir se réveiller, penser que ça va lui coûter 2 heures de temps à aller à l'école, ramener sa gamine et tout ça. C'est traumatisant. Alors même que la tour des Mamelles ne s'est pas encore déversée. La tour des Mamelles, c'est 20 étages. C'est 400, 500 personnes flush with the pavements, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à même le trottoir. Ça veut dire que vous avez 400, 500 personnes. Donc, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. C'est fini, là. La route, je me demande si elle n'est pas morte déjà. Mais ça, sans le déversement également des 3000 parcelles vendues, qui étaient à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, dont on a proclamé d'ailleurs les résultats de la vente, etc. Imaginez 3000 voitures, si c'était chaque parcelle avec une seule voiture. Mais ce n'est pas ça, c'est chaque parcelle avec 10 étages. Donc, comment on va faire? Nous, on réfléchit, soit on est comme à Hong Kong là-bas, on a un BRT, on a un TER en haut, là, on passe en haut, là, comme ça pour aller là où on va. Bon, minimum, ou bien comme à New York, si tu connais Manhattan, en Staten Island et New York. Le ferry qui fait 20 minutes, vous pouvez même mettre votre voiture là-dedans, aller-retour, et qui te règle des problèmes absolument incroyables. Donc il va falloir, ça nous attend là, sinon, tous ceux qui habitent aux Almadies, ah non, c'est terminé là. Si on était dans certaines villes, ça ne vaut plus rien, parce que vous ne pouvez pas y aller. D'ailleurs, cette histoire d'immeuble de 20 étages, qui est un immeuble de dernière génération, quelqu'un qui va acheter aussi cher une place là-bas, c'est pour avoir des difficultés à y aller et à en partir. Comment ça va se passer? Donc il y a plein de choses là sur lesquelles il n'y a pas eu de réflexion. Nous, on a été là, disponibles, proposant tout, attendant qu'on nous appelle, jusqu'à créer une police avec eux. Donc vraiment, je crois que pour le futur, il va falloir renforcer ça. Le président Wade, d'ailleurs, je ne l'ai connu que de cette manière-là. J'avais écrit un article, je lui disais, beaucoup de choses n'ont pas changé d'ailleurs, on a parlé de l'économie de la rente, je lui disais, Monsieur le Président, l'État ne guide plus, il suit et cède devant les surenchères. Oui, parce qu'on est là à régler tel problème, parce que c'est ça qui est censé compter. Vous aviez appelé à l'époque, vous avez discuté avec lui. Oui, j'ai été appelé en me disant, le président souhaite vous rencontrer. Quand je viens, c'est pour me dire, je voudrais qu'on se voit. Et puis, effectivement, il m'a laissé partir pour me redemander de venir beaucoup plus tard. Quelques jours après, on a passé une bonne après-midi où il a invité ses conseillers pour que nous parlions de ça. On était dans les prismes économiques. On regardait qu'est-ce qu'il fallait faire surtout. On avait commencé même à travailler avec le maire de Dakar. À l'époque, c'était Pabio. Notre cabinet, carrément. Et je me souviens lui avoir fait 2 rapports. Un rapport qu'on appelait l'élémentaire et un rapport qu'on appelle... on a toujours été pédagogique. On dit les Sénégalais ils sont à tel niveau, il ne faut pas essayer de les mettre à un niveau plus élevé. Parce que si on n'a pas pu faire telle chose, ça veut dire qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, il fallait circuler et voir tout ce qui était élémentaire. Et puis dire, bon, ça ne nous coûte rien, on le règle. Il faut que l'État soit l'État. Il faut que quand on passe, on sache qu'il y a un État qui est ici. Ce qui est choquant aussi, il fallait le régler. Et ça, c'était les grandes avenues qui étaient connues, emblématiques de ce que Dakar devait être. Donc on essayait de mettre dans la tête des gens que tout le monde réagit. Donc sur la responsabilité, l'État responsable, nous-mêmes responsables, les architectes, et j'ai donné cet exemple d'une dizaine d'architectes, dont Jean Nouvel, qui ont fait sauter le plus grand projet du Grand Paris, qui est la gare du Nord, en disant non, c'est incompatible avec ce que Paris doit être comme métropole dominant au niveau mondial. Voilà, un peu. Mais eux seuls ne peuvent rien faire finalement.
Il faut ça. Non, c'est un ensemble. Une Même nous, mobilisation même de l'État tout ne le peut monde, rien. oui. Même Alors, de ce point de l'État vue, ne peut rien oui. faire seul. Ah. On le fait ensemble, Oui. c'est ça. Et on l'a Oui. démontré Oui. par la DESCOS. Même si Oui. on était dans un modèle qui était plus efficace, plus petit, plus machin, on a eu, quand je parle du décret, on n'a pas eu le décret, mais on a eu un texte. Ils ont travaillé sur un texte, ils nous ont même appelé. Par contre, moi j'ai travaillé sur les 4 piliers du texte Oui. à l'époque. Puis la suite, on a pu voir comment ça s'est développé. Mais la taxe de privilège littoral. Oui. Vous savez, le problème littoral espagnol que j'ai pas mal étudié, ils ont une loi dite de réappropriation. C'est pas une loi de défense du littoral, hein. C'est une loi de réappropriation publique. Okay. On a dit, ça nous appartenait, maintenant il faut le récupérer. Comment le récupérer? Ils ont fait une loi évidemment très dure, et puis il y a des tas d'outils, l'outil fiscal en est un, etc. Donc il y a des solutions, que les gens veuillent et comprennent que notre ville, dans le concert des villes, dans des métropoles au niveau mondial, mais on se base surtout sur la mobilité, sur la santé. Quand quelqu'un vient à Dakar et qu'il a un problème, comment ça va se passer sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité? Et bien voilà, et puis il y a des croix. Mais justement, aujourd'hui, là où nous en sommes, faudrait-il aller jusqu'à mettre en place une politique nationale d'évaluation, d'aménagement, finalement? Mais c'est fondamental le suivi et évaluation. Oui. Mais c'est ça qui va nous donner, qui va nous montrer le reste, comment ça va se passer. Si c'est pas ça, bon, bien sûr, il y a des études qui sont faites pour sous-tendre les projets qui sont faits. Hein, mais il faut les étudier. Moi, la première mission que j'ai eue, moi j'ai fait mes études en France puis au Canada. Et la première fois que j'ai travaillé au Canada, j'étais tout jeune dans une équipe et on nous a amenés à Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce est, disons, à 250 ou 300 km de Montréal, quelque chose comme ça sur le côté est comme ça. Et les Beaucerons sont réputés être des gens très dynamiques sur le plan économique. Et le gouvernement du Canada a voulu tester économiquement, c'était l'impact économique de cette zone. L'impact économique de cette zone. On met 100 francs, quel est l'effet multiplicateur de ces 100 francs? Qu'est-ce que ce Beauceron qui est réputé être dynamique peut faire? Prenons l'interface là, ça ressemble un peu, ça peut ressembler à ce qu'on a à Touba. Avec le dynamisme de la population. Le dynamisme de la population, on met de l'argent et on essaie de voir qu'est-ce qu'ils vont créer, comment ils vont tirer l'emploi en retour. Ce sont des gens qui croient en même temps, etc. etc. Chacun, bien sûr, avec son système et son truc, mais ça, je me souviens bien, on était jusqu'à 25% d'effet multiplicateur de l'investissement sur Saint-Georges. Je ne l'oublie jamais. Et ça nous avait coûté 2 mois à être là, à prendre tous les commerces là, comment ils avaient évolué une fois qu'on a injecté l'argent, est-ce qu'ils en avaient eu, est-ce qu'ils n'en avaient pas eu, etc., etc. Et donc on a fait des tests comme ça. Alors, dernière question. Finalement, avec le projet tel que vous l'avez expliqué, en passant par le diagnostic, la situation réelle de Dakar, vous avez parlé, oui, de l'encombrement, vous avez parlé de la pollution. Dakar est devenu invivable. Alors, aujourd'hui, on a insisté sur le gain. L'intérêt pour les autorités à justement réagir et au plus vite pour sauver ce qui peut être sauvé. Mokhtar Ba, cette dernière question, que gagneraient les autorités en vous suivant? Bayomar, on est patriote d'un endroit qu'on aime. Je crois que la première des choses, c'est ça. C'est que quand vous êtes chez vous, que vous ayez envie de sortir vous balader. Quand votre fils doit aller à l'école, qu'il ne soit pas emprisonné dans un bus de 6h40 avec le stress dont on a parlé. Et c'est tout ça qui va ensemble. Et la sécurité aussi. Mais ça va ensemble, avec la sécurité, etc. Regardez le modèle des Philippines. Sur le littoral, si on l'avait fait à l'époque avec une police simple, efficace, eh bien, vous aviez plein de problèmes. Sauf maintenant, si on n'en a rien, on veut faire ce qu'on veut, etc. Mais si on veut vraiment travailler, il y a les moyens de travailler. Mais encore une fois, tout le monde l'apprend en première année ou deuxième année, je crois, d'économie ou de finance. C'est la destruction créatrice de Joseph Schumpeter et qui a été exécutée 100 ans auparavant, parce que la théorie est venue en 1950, alors que Paris l'a utilisée en 1850. On a fait une destruction créatrice. On a créé de la richesse par
le changement des choses, par la destruction de ce qui était là, quoi. Voilà, les candidats, et nous sommes prêts à vous accompagner d'ailleurs dessus, c'est que les candidats, moi je crois que là, le temps est court, les candidats, je vois qu'on les invite de manière individuelle, on ne devrait pas avoir le temps de faire ça. On les aligne comme on fait aux États-Unis, on les aligne comme on fait en France et ailleurs, et puis on leur dit, bon, messieurs, voilà, on parle de la santé. La santé, bon, vous voyez bien que c'est nous qui formons la plupart des jeunes Marocains, des jeunes Tunisiens. Mais nous, quand on est malade, il faut qu'on aille chez eux là-bas nous soigner. Qu'est-ce que vous ferez? On va continuer comme ça ou pas? Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La respiration de l'air, tout ça, c'est des degrés. Eh bien, on pose les questions clairement, précisément. Le littoral, qu'est-ce qu'on fait? Vous, oui, non, moi je laisse comme ça, moi je vais faire comme ça, moi je vais faire de la destruction créatrice, moi je vais faire ceci, je vais l'accompagner comme ça, on va faire de la requalification architecturale et faire des projets culturels là-dessus, mais il n'est pas question que ce soit de la spéculation immobilière, etc. C'est un ensemble de choses comme ça. Si on veut s'en sortir, bon Dieu, eh ben, il faut le faire, hein, mais si on est là à serpenter, là, on n'ira nulle part. Hein. En tout cas, nous, on est prêts à accompagner, à expliquer. On n'a pas eu le temps de rentrer carrément dans les projets parce qu'on les a construits comme on construit un projet en entreprise, hein, avec des objectifs, là où l'application se fait, les différentes personnes qui sont en jeu et qu'est-ce qu'on gagne là. Et le dernier truc, justement, c'est voilà, on travaille sur la ville positive. Comment faire une ville positive avec tout ce que ça requiert au niveau mondial. Et la maquette est prête? Pour le moment, c'est en train d'être écrit. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité sur un sujet préoccupant qui touche le citoyen, que ce soit l'environnement, la qualité de l'air, que ce soit aussi l'occupation de l'espace, que ce soit aussi la santé, l'économie, la vie tout court. Il a été donc là questionnant, diagnostiquant, expliquant la réalité, la situation pour justement déboucher sur les objectifs, les solutions. Oui, c'est ça également une autre manière de faire de la politique. L'art politique. Habituellement, ce sont des chanteurs ou autres là qu'on voit s'exprimer, on dit ah qu'il fait de la politique. Non, l'art politique c'est totalement différent. C'est partagé. Nous utilisons notre art, ici c'est l'architecture, pour partager la construction en terre avec ce qu'on a, je crois, 40 000, nous disait-on, d'abris provisoires. Tout ceci peut être réglé, les dispensaires, tout. Avec ça, on apprend aux gens à le faire eux-mêmes. Moi qui vous parle, j'ai construit quelque chose, mais je fais des briques le matin. C'est mon sport personnel de faire des briques. Et ceux qui veulent nous gouverner, voilà, qui voient qu'il y a des gens qui sont prêts à aider, et qui sont formés au niveau mondial aussi, en observant tout. On a été partout dans le monde, on devrait être du niveau de Singapour. Quand vous lisez ce que Lee Kuan Yew écrit, celui qui a fondé Singapour, c'est fou, vous retrouvez beaucoup Senghor là-dessus. Oui, tout simplement s'inspirer de Senghor. Là, le parallélisme asymétrique, l'architecture néo-soudanaise, et si vous venez voir le lac, donc, qui est le symbole de l'art politique, de la construction en terre, on a fait un mélange d'influences. On trouve l'architecture indienne, l'architecture néoclassique, l'architecture iranienne dans la ventilation de l'immeuble, l'architecture bien sûr néo-soudanaise et le parallélisme asymétrique qui permet de mettre tout ceci en musique comme les Picasso l'ont fait en faisant le cubisme. Ça c'est du Senghor. Merci beaucoup Mokhtar Ba. Ça a été encore une fois un plaisir. Pour rappeler qu'il a été notre invité, Mokhtar Ba, il est expert comptable, mais il était ici parce qu'il est cofondateur de l'Académie de la réparation de la ville en Afrique. Retenez bien, Areva. Merci de nous avoir suivis. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête, Aline Badassosé et son équipe. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez bien raison. Restez-y avec Maodo Faye dans l'émission Dianobi. Au revoir. Mboyu membo sakaw don sala patake ba ben xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yene moy ba dole bi ma nekkal ko gemiñam noppam ak bëtam sa su ne may faacé mbebetam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mëna démé ci bon sens man sama yene moy sama rap don li jëlé ba peuple bi ci ñonu ñak tagat ko ba mu mëna dundé ci limu ñak won ko nu mi jëfé ba ben marchand d'illusion ko mëna bluffé